Bonjour et bienvenue dans encore un nouvel épisode de Messages à caractère informatique, épisode numéro 137. Nous sommes toujours le 16 juillet 2025, je suis Horacio González et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Constantin. Bonjour Constantin, tu es où? Juste ici, il y a un plaisir de venir pour la seconde fois à ce podcast. Donc toujours sur des sujets d'intelligence artificielle dans l'innovation pour le Crédit Agricole au sein de Doxalia et hâte de continuer nos discussions. Merci, on est content de te recevoir. Et notre travailleur de l'obscurité et serviteur de la lumière, Erwan, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour à tous. Encore un plaisir d'être avec vous pour échanger. Moi, je travaille pour Clever et je m'occupe de la croissance internationale de cette boîte. Et on kiffe les autocollants, les stickers que tu utilises pour te cacher au démarrage de l'émission. Et là, aussi caché parmi les nuages d'un ciel pas trop breton, parce que je le vois beaucoup plus gris que ça quand je regarde par ma fenêtre, on doit trouver Yannick. Bonjour à tous, toujours ingénieur R&D à Clever Cloud. Et apparemment, on va encore discuter de BPF, donc... écoute, bonjour à tous. Vous êtes un os comme ça, il faut l'attraper. Et moi, Horacio González, de Frel à Clever Cloud. Donc, dans l'épisode précédent, Yannick nous avait parlé de comment il s'est mis à jouer avec eBPF pour un projet assez intéressant autour de Kubernetes. Tu nous les résumes en deux mots, qu'est-ce que tu essayes de faire, Ce que j'essaye de faire, c'est ne plus avoir de conteneurs, donc faire tourner la workload dans des micro-VM, Firecracker pour ceux qui connaissent, et ne plus utiliser IP table pour faire le réseau, mais utiliser un produit qui s'appelle le BPF, dont j'ai fait une petite présentation dans l'épisode précédent. Wow. Et là, l'épisode précédent où tu m'as retourné le cerveau, et depuis le précédent épisode qu'on a enregistré, je suis déjà en train de regarder comment pirater le kernel de mon firewall pour aller plus vite. Et c'est là qu'il fallait que tu nous racontes, Erwan. Qu'est-ce que tu veux faire avec ton firewall? Pourquoi tu as un firewall? Raconte-nous tout ça. Comme beaucoup de gens, j'héberge beaucoup de services à la maison et je pense que c'est important le self-hosting pour découvrir de nouvelles technologies, jouer avec et tout. Mais quand tu héberges plus de 22 stacks pour toi, plus de 200 microservices pour toi, certains en Docker, certains en micro-VM, au bout d'un moment vient pas mal d'IP tables pour gérer tout ton bordel. Et étant un petit développeur du dimanche, IP table pour moi c'était déjà pas mal. Et Yannick nous a dit non, IP table c'est lent les gars. Donc utilisez des trucs qui vont plus vite. Et si je me dis pas de bêtises, au précédent épisode, tu nous as dit du 4 fois plus vite par rapport à du IP table. Et donc, du coup, il nous a dit, en plus, ça se met en amont du kernel dans les décisions et tout. Donc, si vous avez un truc, n'importe quoi, où on peut faire de l'hardware interrupt et puis balancer autre chose et les décisions sont prises par un petit programme que tu écris toi-même en Rust, en mode t'inquiète, ça va bien se passer. Je résume assez bien l'épisode 136, tu verras. Ça m'a, tu vois, et puis tout à l'heure, j'ai un sous-process qui tourne dans le cerveau. On a mais ça pourrait trop tourner directement dans le firewall. Parce que si ça tourne en amont de toute ma stack network, j'accélère le firewall, qui est mon single point of failure, in fine, dans mon système, parce que je suis pas en achat à la maison. Ou alors, il faut demander à ma femme d'augmenter les crédits alloués au budget firewall, et ça va être complexe. Mais je me suis dit, mais ça pourrait grave accélérer les choses. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder par rapport au lien que tu nous as donné dans le précédent épisode, et j'avoue que je suis très intéressé. Si tu pouvais nous remettre une petite couche de poupée russe qui finit en assembleur, j'avoue, ça m'excite. Alors, est-ce que tu as un firewall physique un peu bien tuné comme il faut? Qu'est-ce que tu as, au fait? Mais tu sais qu'on aime bien la domotique par ici, quelque part. Qu'est-ce que tu as comme matos de firewall à la maison en ce moment? Alors, j'ai un
XG330 de chez Sophos, le tout connecté en fibre 10 Go qui après vont sur des switches PoE parce que bon, on va pas se mentir, la domotique ça a besoin d'électricité à un moment. Et après, ça part sur, j'ai 3 serveurs à la maison qui travaillent en cluster parce que pour le quorum c'est toujours bien d'être 3. Et qui tourne principalement sur du Unread et TrueNAS. J'aime bien utiliser ces deux technos parce que je les trouve intéressantes les deux. Et c'est ça qui supporte toute ma stack de vie personnelle, allant de, comme on l'expliquait dans mon précédent épisode, Foundry VTT, où j'héberge mes parties de JDR, aux différents systèmes que j'auto-héberge, comme mon propre Netflix, comme mes bibliothèques X ou Y de bouquins de JDR, enfin bref, toute ma vie est en fait hébergée sur ces stacks qui se redondantes. D'ailleurs, je tiens à remercier mon papa et ma maman de laisser tourner un serveur chez eux avec leur électricité pour faire le backup. N'hésitez pas à squatter l'électricité de vos parents. Comme ça, il y a un plan de reprise d'activité, un plan de continuité d'activité, PCA, PRA, forever. C'est ça, c'est important. Et donc du coup, ça permet comme ça de supporter toutes ces stacks-là. Puis après, c'est des choses que je documente énormément parce que à la maison, j'ai plus de 1300 entités domotiques maintenant au total. Donc même où ma assistante me dit que ce serait peut-être bien que je me calme. On a encore rajouté là récemment. Mais l'idée, après, c'est de tout documenter. Et puis après, j'ai différents réseaux, différents VLAN. Tout ça est piloté par différents services qui se redondent les uns avec les autres. Mais c'est vrai que à la fin, j'ai ma NAT qui est exposée via le firewall. Et il faut à tout prix que j'arrive à aller un petit peu plus vite parce que c'est pas que je me dédosse moi-même, mais pas loin quand même. Donc c'est pour ça quand il nous a expliqué Yannick son projet là pour chanter IPTable, j'avoue j'ai eu les tétons qu'on pointait, terme technique, et ça m'a fortement intrigué. Donc tu vois, j'ai profité de l'entre-épisode pour bouffer de la doc. Et j'avoue que oui, je suis curieux de voir comment je pourrais implanter ça directement sur le firewall parce que je pense que ça a du sens de pouvoir être capable de dropper des choses ou même de router des choses bien plus vite. Puis après, on a aussi parlé d'Anubis au précédent épisode qui, j'avoue, pareil, a pas mal d'intérêt parce que du trafic poussé par IA, t'en as une chier même sur des services que tu communiquent pas à l'extérieur parce qu'ils sont privés et des fois même bien privés. Et j'avoue que à l'heure du serverless, il y a une vraie réflexion. C'est la philosophie d'Anubis de demander une proof of work au client pour se connecter. Et là, tu ne les bloques pas. Tu les dis, oui, mais tu me calcules d'abord ça. Ton navigateur va les calculer, ça va te prendre quelques microsecondes, on s'en fout. Par contre, si tu as un bot qui essaye de scraper, ça force à chaque requête devoir dépenser de l'énergie, de compute, ça rend économiquement pas viable. Donc, c'est beaucoup plus smart que simplement je vais te bloquer. Parce que si tu le bloques, il va se faire passer par une autre, il va trouver une astuce là. Ouais, paye le prix. Et le prix, c'est pas des sous, c'est travaille un peu. Ce qui rend le modèle extrêmement sympathique. Ouais. Moi, je trouve ces nouvelles technologies extraordinaires parce que c'est vrai que c'est l'inquiétude que beaucoup de gens ont eue avec la révolution industrielle qu'est l'intelligence artificielle, de se dire maintenant il va y avoir plus d'intelligence artificielle que d'humains sur Internet. Il va y avoir plus de sites écrits par l'IA que par des humains. C'est donc, déjà le cas, non? C'est déjà le cas, ouais, largement. Mais je veux dire, moi aussi, j'écris mes propres articles et documentations à coup d'IA, mais s'il y a toujours un humain quand même derrière, tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est vraiment, tu vois, d'arriver à se créer des garde-fous qui permettent. Là, je vais encore sonner pour un vieux, mais c'est pas grave. Mais Internet était une promesse pour nous. Quand on a vu Internet arriver dans les années 90, c'était un monde connecté et bienveillant, quand même, il faut le rappeler.
C'était que des labos de recherche qui étaient bien connectés changé. entre eux dans un premier temps. Donc c'était que pour des outils professionnels où c'était des méga PC qui prenaient une ou deux pièces entières. Mais c'est labo de recherche à labo de recherche. C'est ça. Et donc tu étais sûr de la qualité, tu avais les chats IRC avec les bonnes personnes, les bonnes communautés, les bonnes pratiques. Maintenant que c'est ouvert worldwide et que c'est l'économie de l'attention, vas-y, je remue les clés, viens par chez moi. Tous les coups sont permis. C'est ça que j'aime bien chez Clever, sans forcément pouvoir parler de ma crèmerie. Mais tu vois, avec Quentin Adam, il y a cette vision entre un côté l'Internet capitalistique porté par les États-Unis et le monde occidental. Tu vas avoir l'Internet des républiques liberticides qu'on connaît sur d'autres endroits du monde. Mais l'Europe a une carte à jouer sur un Internet humaniste. Et je partage cette vision avec Quentin, où justement Internet doit continuer de promouvoir cette vision d'un Internet communautaire des uns pour les autres et de créer de la synergie pour s'augmenter les uns et les autres. Et moi, je dois tout ce que je sais à l'informatique. J'ai pas fait d'études d'ingénieur en informatique. Tout ce que je le sais grâce à la communauté open source, grâce à des gens que j'ai rencontrés via Internet et avec qui on a échangé et découvert de nouvelles technologies ou de nouvelles choses. C'est-à-dire, c'est pas un matin, j'ai pris un bouquin d'assembleur et je me suis dit, tiens, je vais apprendre à coder de l'assembleur parce que j'avais un problème critique sur un serveur parce qu'il fallait que je chante des ports PCI pour en faire autre chose, que je suis tombé sur une communauté qui m'a enseigné les bonnes pratiques, tu vois, sans velléité, sans vouloir l'envie de commercialiser quelque chose derrière ou whatever. Et je pense que c'est ça qui est important et qu'il faut qu'on se rappelle quotidiennement, et en tout cas personnellement c'est ma bataille, qu'Internet est une promesse, mais cette promesse, c'est nous les gardiens, et c'est à nous de promouvoir une vision et un usage d'Internet. Et Internet, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas que YouTube. Internet, c'est une base de connaissances de l'humanité. Wikipédia, on peut en penser ce qu'on veut en penser. Néanmoins, ils sont bien plus sûrs et bien plus proches que n'importe quelle encyclopédie payante. Et quand il y a une erreur, elle est corrigée par la communauté bien plus vite. Et je pense que ça, c'est important. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à construire des écoles worldwide pour justement aider les gens à pouvoir accéder à l'éducation et à une connaissance. Mais notre première liberté appartient au moment où tu sais lire. Et dès que tu sais lire et que tu as accès à de la connaissance, tu es libre et tu peux faire ce que tu veux. Et Internet, c'est ça, cette promesse. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à pousser encore plus loin ça à l'heure de lire. Voilà, c'est le petit moment hippie. Non, mais pour revenir sur Wikipédia. Complètement en face. Et je pense que beaucoup parmi nous qui avons démarré Internet à cette époque glorieuse, Internet représentait et représente quelque part ça pour nous encore et toujours, quoi. Pour reprendre Wikipédia, aujourd'hui, tout tient sur une clé USB de 30 Go, si je me souviens bien. Les serveurs, bon, ils ont leur prix, etc. Mais j'appelle de tous mes voeux au démantèlement de l'organisme qui gère Wikipédia, parce qu'aujourd'hui, ils se versent des salaires complètement abusifs, qu'ils ont largement suffisamment de fonds pour pouvoir vivre pendant les 50 prochaines années s'il le faut, et que c'est l'organisme qui est derrière qui fait des appels à fonds pour pouvoir arroser de millions d'euros des personnes, et je trouve ça détestable. Wikipédia, génial, la manière dont c'est géré, ultra discutable. Et c'est ça, sur toutes les strates qu'on a construit au fur et à mesure des années sur Internet, sur tous les sujets, de tout. Il y a une couche de corporatisme discutable qui s'est induite partout. Et encore, on désolé, a le gardé côté les dump hippie, ça pipes. aussi. Parce que si on les avait perdus, ceux-là, là, on serait vraiment dans la merde. Les dump pipes, c'est le concept comme quoi ce qui passe sur Internet ne doit pas être corrélé au prix que ça doit coûter. Donc, si on avait perdu ça, là, on était vraiment très très mal. Parce qu'on Après, dans le même temps, monétiser tout. Pour avoir travaillé plusieurs années dans les télécoms, auprès de Free, question ouverte, est-ce que c'est normal que le géant américain Netflix, qui consomme 80% de l'infrastructure réseau, ne paye pas 80% du déploiement de cette infrastructure ? Le sujet est complexe.
J'entends des arguments pour et des arguments contre, mais... Non, c'est surtout les conséquences. Les arguments pour, je les entends très bien. Les arguments contre. Moi, c'est les conséquences que ça implique, pas pour Netflix, parce qu'honnêtement, mais pour tout le reste du trafic. Comme Manuti donne le pouvoir de facturer le trafic de cette façon-là selon qui le produit, tu ouvres une boîte pour faire sauter un des derniers verrous qui maintiennent une Internet neutre ou libre. C'est là qu'il y a un souci. Si tu regardes les câbles sous-marins, ça reste toujours tes GAFAM qui les payent. Hein. Et quand tu regardes le comportement de Cloudflare, par exemple, je sais pas bien le prononcer, là qui actuellement, au début avait une position de orchestrateur de l'internet, de DNS, de résolution d'adresse et de protection de tout ce qui est je bombarde vos sites et vous inquiétez pas, on va éviter d'être spammé. Là aujourd'hui, c'est payez, comme ça je vous remonte. Bah ouais, comme Google l'a fait en son temps. Hein. Ah oui, non, mais c'est au bout d'un moment, knowledge is power. Hein. Cloudflare, il est maintenant dans une position dans laquelle il y a beaucoup de contrôle. Il y a une news que je dois mettre les liens et je ne l'ai pas retrouvé. Au Royaume-Uni, il commence à être eux qui bloquent directement les sites de piratage plutôt que ce soit les fournisseurs d'accès comme c'était avant. Maintenant, ils ont trouvé que c'est plus simple de simplement demander à Cloudflare de les bloquer. Ça montre à quel point c'est devenu un point central dans l'accès à Internet. Oui, ils hébergent plus de 80%, ils sont en amont de plus de 80% des sites web dans les dernières statistiques que j'avais vues. Quelque chose dans le genre, oui. C'est aussi pour ça que chaque fois qu'il y a un petit souci avec Cloudflare, il y a trois quarts d'Internet qui tombe. D'ailleurs, on parle régulièrement de leurs post-mortem qui sont plutôt très bons. On a les dernières sur l'incident de lundi dernier avec un beau post-mortem de comment leur DNS, le célèbre an, a été pendant une heure absente et l'effet que ça a eu dans l'Internet mondial, quoi. Si j'étais ta carte, je te dirais, Internet est déjà centralisé. Il y a des Indiens de Tata qui se sont annoncés en 1. Voilà. C'est tout. Parce que les sous-bassements d'Internet sont basés sur la confiance. Le BGP n'a pas de sécurité. C'est ce qu'on veut. C'est con. Mais c'est con. Voilà. Mais je suis étonné qu'il n'y ait aucun hacker qui l'ait vu avant celle-là, parce que j'étais en train de me dire que ça fait des années qu'on fonctionne au paquet, frère. Si tu fais ça, tu te prends l'intégralité du trafic de Cloudflare dans la gueule. Tu ne veux pas faire ça. Ouais, mais sauf si ton envie est malveillante et de mettre des bâtons dans les roues à Cloudflare, mais mais tu détruis ton infra en vrai. En faisant ce genre de truc. Tu te rends inaccessible instantanément. Ah oui, tu t'auto-DDoS, quoi, ouais. C'est quoi la raison de pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est une erreur comme OVH avait fait où ils avaient mis une virgule dans un fichier de conf et puis ils avaient disparu d'Internet de la même manière? Ah ouais? Ça arrive tous les mois, ce genre de truc en ce moment. Parce que c'est des fichiers texte. Parce que le BGP, ça reste des fichiers texte quelque part. Ah ouais, mais le fait qu'il n'y ait même pas, tu vois, un petit échange de clés asymétriques, juste pour prouver que tu es bien la bonne personne qui doit... C'est beaucoup trop vieux. C'est beaucoup trop vieux, il n'y avait pas besoin de ça à l'époque. BGP, ça reste la colonne vertébrale d'Internet, mais c'est une colonne vertébrale, comme Yannick a dit, basée sur la confiance et sur le fait qu'il n'y a pas tellement d'acteurs qui peuvent annoncer des BGP dans des bonnes conditions et tout, quoi. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'Internet, même s'il est sur la confiance, il vérifie quand même que ce que tu annonces va amener à ce que le paquet arrive quelque part. Donc, au bout d'un moment, si tu fais de la merde, tu vas dégager aussi du truc parce que les routes vont avoir une priorité qui va être tellement faible qu'au final, tu vas pouvoir disparaître. Là, apparemment, Tata a été capable de garder
son annonce BGP suffisante pour qu'une partie du trafic se retrouve à partir en Inde et pas partir vers les serveurs Cloudflare. Si Je sens que ça va être un stagiaire qui va se faire engueuler encore. Ça. Si l'idée de kidnapping de BGP vous intéresse, Cloudflare a un article très intéressant sur les sujets, je vous le mets. C'est bien que ça soit eux-mêmes qui ont l'article où ils expliquent tous les en 2024 et les mitigations qui sont faites pour éviter. Et qu'est-ce que c'est un autonomous system, pourquoi les SAS peuvent faire des annonces BGP, etc. Tout est bien expliqué dans l'article. C'est une lecture intéressante et ça permet de mieux comprendre les sous-structures dans lesquelles tout Internet il est construit. C'est impressionnant. J'ai un truc pour... Alors, qui parmi vous se considère qui est plus ou moins performant en JavaScript? Non. Au moins, s'ils se cachent tous, le truc, c'est que les jeux que je vais vous proposer, que vous soyez performant en JavaScript ou pas performant, je pense que vous allez avoir plus ou moins les mêmes scores. Nous, on l'a testé. Je l'ai testé, je me considère plutôt pas trop mauvais. Bon, je ne vais pas dire mon score, j'ai un peu honte, mais on l'a testé avec certaines personnes de Clever qui sont plutôt bien meilleures que moi. Leur score était meilleur, mais pas non plus fou. C'est un test pour savoir si vous connaissez l'API de la date en JavaScript. Et ça s'appelle, et ça s'invente pas, jsdate.wtf. What the fuck? Parce que vraiment, ça va vous montrer à quel point l'API de date en JavaScript, c'est un what the fuck, littéralement. Je vous propose le challenge à vous, mais aussi à tout le monde qui nous écoute, faire les tests, faites les tests, et que vous soyez bon ou pas bon en JS, je suis sûr que vous allez être surpris. Non mais c'est bon, dès la première question, je suis baisé. Attends, il pose la question de new date. Non mais c'est terminé. Bah je sais pas en fait. Date 0, je suis déjà mort, mais c'est n'importe quoi ce langage. Ça va être 1970, non? Oh non, putain, c'était en 2000. Putain. Oh le bug. Et la question c'est sans le zéro entre guillemets. Et par contre là c'est bon. Putain, mais c'est n'importe quoi. Voilà. Donc quand tu mets entre guillemets, c'est 2000 et quand tu mets pas entre guillemets, c'est 70. Il a pris le 0 et puis il l'a converti en entier. Mais tu sais que de ce genre de truc, il y a tous les calculs de tu prends 0,1 et t'additionnes avec 0,2, tu regardes le résultat, quel que soit le langage, t'as toujours des surprises. Oui, mais JavaScript, les surprises mais ça, elles sont partout. Hein. WTF. Après. Mais putain, c'est trou. La question 3, c'est trou. C'est trou parce que le langage, il voit un nombre, il voit une chaîne de caractères de chaque côté, du coup, il retransforme en une chaîne de caractères de l'autre côté, je suis sûr. Mais donc, en fait, tu prends une date, tu lui mets entre guillemets, ce n'est pas une date, qu'est-ce que ça donne? Je vous rappelle, comme je fais souvent, d'où est-ce que ça vient JavaScript? C'est un langage construit dans 2 ou 3 semaines pour ajouter des animations sur un navigateur. C'était pas du tout censé devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vraiment dans ces briques de bas niveau qu'on se rend compte de à quel point, allez, pour les comparaisons, on va faire un truc qui tient la route pour notre use case et on verra plus tard. Et le plus tard est devenu 2025. Donc voilà, c'est cadeau. Amusez-vous bien avec les dates de JavaScript. Quand tu fais new date 1, ça te met 2001, mais quand tu fais new date 2, ça te met 2001, deuxième jour de l'année. Attends, à moins que ce soit un américain, à ce moment-là, ce serait moi. Je sais plus. Non, c'est juste parce que tu convertis les chaînes de caractères en nombre, et c'est le nombre après que tu transformes en date. Et si tu mets un flottant, genre un -01, là, t'as histoire de bien le faire chier, ça donnerait quoi? Voilà, je vous laisse. Et après, c'est invalide. Mais pourquoi? Oh, mais non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi on a gagné une année là-dedans? Je tiens à rappeler que JavaScript est utilisé sur tous vos outils, sur tous vos sites web. Même Netflix utilise JavaScript, hein, comme ça. Mais personne n'utilise DateTime. Tout le monde utilise la librairie Time, je sais plus quoi. Maintenant, tu comprends pourquoi. On va passer au sujet suivant. Pour me rattraper, je vais donner un lien plus sérieux.
Moi, j'aime bien Figma. C'est un outil très sympa quand je dois moquer un IHM ou quelque chose. Mais bon, un peu comme Erwan, j'ai mon côté hippie, les cheveux et les dreads de moine. Et moi, j'aime bien les outils open source. Et récemment, je suis tombé, quelqu'un de boulot m'a parlé de Penpot, penpot.app. Et c'est une sorte de Figma open source et collaboratif très sympathique. Il manque quelques fonctionnalités de Figma, mais pour une utilisation d'un autre designer comme moi, c'est carrément génial. Et ça vous permet d'avoir l'outil là où vous voulez, de les self-hoster, les déployer aussi si ça vous plaît. Et c'est carrément, pour moi, plus que suffisant. Donc, je vous laisse le lien. Je sais qu'on aime bien les outils qu'on peut self-hoster. En genre, moi j'aime beaucoup Scalidro pour tout ce qui est prototypage à l'arrache. Mais là, ça a l'air super complet. Merci. C'est vraiment 90% de Figma. Scalidro, c'est une autre ligue. J'adore les looks faits de Scalidro. C'est excellent. Mais là, on est vraiment dans une autre chose. Ça s'auto-héberge ou pas? Oui, ça s'auto-héberge. Et ils ont même un guide pour le self-hosting. T'as réussi à le faire tourner sur Clever déjà ou pas? Non, pas encore. Je l'ai découvert il y a 2 ou 3 jours et j'étais en déplacement la semaine dernière. Mais dès que j'aurai un dans moment... le train, ça se fait. Faut que je retrouve le nom, mais petit truc sympa. Les gars d'Excalidro, ils te proposent un outil qu'ils n'ont pas trop communiqué dessus. Ça fait des diagrammes visuels pour pouvoir te dire, je prends mon information, je l'envoie dans un LLM de génération d'images, dans un LLM de génération de texte, dans un LLM de machin, et ça te permet de faire des prototypages de chaînes de valeurs pour pouvoir dire, tiens, je vais faire la génération automatique de podcasts, trucs, et ça marche super bien. Si tu trouves les liens, je retrouve le nom. On est preneur. Mais en plus, Penpot, là, tu peux être à plusieurs dessus en même temps. Collaboratif, en effet. Oh là là, c'est bon ça. Pourquoi on l'utilise pas alors, Penpot? Qu'est-ce qui freine l'adoption? Je pense que c'est cher, Figma. Figma a tout le marché. Et Figma, c'est les Photoshop des designers, quoi. C'est pourquoi les gens utilisent Photoshop s'ils sont des alternatives, parce que c'est un standard de facto. Figma, c'est devenu le standard de facto. C'est sûr que les gens ont leur habitude. Ils ont leur plugin, ils ont leur workflow de travail et tout ça. C'est comme les personnes qui ont dû migrer d'Adobe Premiere vers DaVinci. Ils ont souffert. Mais Adobe Premiere est devenu tellement inutilisable qu'ils ont été obligés de faire le switch. Mais ça a été fait dans la douleur, quoi. Adobe, c'est l'histoire d'une chronique. Comment ils ont fait pour se planter aussi fortement, c'est impressionnant. Adobe Premiere, oui, c'est une histoire. C'est impressionnant. Par contre, ils sont pas open source. Tu peux te self-host, mais ils sont pas open source. Ou alors, j'ai pas vu le lien vers un repo. En tout cas, c'est intéressant parce que moi, j'utilisais pas mal Canva et je trouve que c'est une belle alternative à Canva aussi. Là, dans les trucs sympas, tu as les MCP que tu peux connecter directement à Figma. Donc, nous, ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est dans quelle mesure on peut créer des V0 de sites internet avec front, back-end, tout ce qui va bien, directement à partir de maquettes. Où tu vas aller donner à un agent la possibilité de pouvoir aller get les images, etc., pour pouvoir vraiment construire proprement ton site internet. C'est assez impressionnant. Moi, je ne maîtrise pas encore suffisamment. Il y a 2-3 personnes là dans l'équipe qui commencent à bien se motiver dessus. Mais tu sens que le mode dev de Figma, il n'est pas là pour rien. Et ils doivent jouer de manière très prudente parce que s'ils trahissent la confiance des designers, Figma risque de faire une Adobe et du jour au lendemain mourir. Ce serait dommage. Mourir, mais en ayant trait tous leurs utilisateurs avant de mourir. Adobe est en train de crever parce qu'ils ont trahi leurs utilisateurs. Non, traire.
Traire. Parce qu'ils sont trahir aussi, mais les vider jusqu'à ce que tout le monde parte, mais ils se font un pognon monstrueux quand même sur toutes les personnes qui sont bloquées. Je sais pas si tu as entendu parler de leur mise en... Là, ils vont rentrer en bourse, donc ils ont diffusé beaucoup d'informations assez surprenantes. Tu vois que 95% des entreprises dans le top 500 mondial utilisent du Figma, que c'est, je crois, du 200 millions par jour de factures de OVH, de AWS. Alors, je dis sûrement une connerie sur celui-là, mais en gros, les chiffres derrière Figma sont devenus un peu publics pour leur entrée en bourse. Ils sont passionnants à lire. Ah, mais Figma, c'est un standard de facto. En revenant sur Adobe, tiens, ça me rappelle une autre news que je voulais vous... Bon, c'est pas news, mais un autre truc. Et Adobe, des fois, à une époque, il faisait des outils pour des développeurs. Quelqu'un se souvient ici de ColdFusion, que c'était un framework Java pour des applications en entreprise qui était extrêmement utilisé à la fin, dans les années 2000. Et il y avait une forte communauté, c'était extrêmement orienté entreprise. Et c'est un de ces produits qui marchait, qui était super rentable, mais pas assez rentable pour Adobe. Et donc, petit à petit, ça a été mis de côté. Mais il y a énormément d'entreprises qui se retrouvent avec un passif assez considérable de ColdFusion. Et là, j'étais à DevBCN à Barcelone semaine dernière. Je suis tombé sur un projet très intéressant créé par une boîte qui faisait à l'époque de consulting ColdFusion et qui vise à créer un nouveau langage pour la JVM et un nouveau framework semblable à ColdFusion pour récupérer tous ces utilisateurs entreprises qui sont restés un peu avec un produit qui n'évolue plus et avec un passif énorme. Donc, le langage s'appelle Boxlang. Je vous mets les liens. C'est un langage pour la JVM dynamique avec typage optionnel, capable d'être utilisé en mode scripté ou en mode compilé. Moi, ça me rappelait tout de suite à des choses que je faisais avec Groovy à l'époque. J'étais un fan de ce langage-là, de Groovy. Et j'ai discuté avec le type qui est derrière Boxlang. Lui aussi, c'était un fan de Groovy, donc l'influence se voit très bien. Et c'est un langage très sympathique avec tout l'outillage qui va bien pour pouvoir déployer rapidement des applis, et non seulement des applis web, mais aussi des applis qui sont lourds et tout. Et j'ai pris un peu de temps la semaine dernière pour les faire marcher sur Clever. Il y a même un tutoriel pour le faire. Mais ce qui m'a surpris, c'est tout l'écosystème qu'ils ont monté par un groupe de passionnés, simplement parce que une grande boîte a décidé qu'un produit qu'ils avaient vendu à la moitié de la planète n'était pas assez rentable, mais qu'ils ne voulaient pas le tuer, qu'ils voulaient simplement l'abandonner dans les côtés des chemins et laisser les gens sans possibilité de continuer à avancer. Donc ça revient un peu au côté hippie d'Internet dont on parlait. C'est un projet que franchement, je trouve très intéressant. Et je pense que quand je creuserai un petit peu plus, je vous raconterai plus dans d'autres épisodes. C'est cool. Bon, alors, on a d'autres liens. Alors, qui voudrait parler d'autres choses? Moi, je veux bien. Je veux bien. J'avais commencé un petit peu avec BPF. Je vais terminer très rapidement. Je vais vous rajouter un petit truc qui est très très rigolo. Je vous ai parlé du système qui permet de venir nettoyer les paquets pour les dropper avant qu'ils n'arrivent dans le kernel. En fait, il y a des modes de chargement de le BPF qui existent. Il y a le mode générique, donc le mode où on a le mode qui est installé dans le kernel et du coup qui est en amont de l'entrée dans le kernel. Mais il existe d'autres modes. Il y en a un qui s'appelle le mode natif, qui au lieu de venir s'installer dans le kernel, s'installe sur le driver network de la carte réseau.
Ce n'est pas possible de le faire pour toutes les cartes réseau. Il y a un tableau qui permet de savoir sur lesquelles tu peux faire, mais il y en a un bon paquet. Et du coup, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a même pas l'interruption qui est déclenchée par la carte, parce que c'est directement le driver qui va venir faire l'exécution. Et du coup, il utilise le CPU de l'ordinateur pour faire les choses. Mais il y a encore un autre mode qui est encore plus riche que ça. C'est si vous avez une carte, c'est la Netronome, si je me rappelle bien, vous avez la possibilité de faire de l'offload. L'offload, ça veut dire que vous utilisez le cœur CPU de la carte réseau pour faire tourner le BPF. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans le driver network, vous êtes carrément dans la carte réseau en elle-même. Et donc, vous n'avez même pas l'interruption réseau. Et alors là, la vitesse, je sais même pas combien ça peut être les valeurs de trucs, mais c'est juste absolu. Donc, c'est ton Network Processor Unit, ton NPU, qui va faire tout le job. Exactement. Donc, en plus, t'as même pas de charge CPU. Donc, c'est un peine mouche. Et en plus, ça t'accélère le cul. Exactement. Je vais être vulgaire, mais putain. Et encore, t'as rien vu, parce que là, on fait du réseau, mais on peut le faire aussi sur des cartes graphiques. Donc, on peut faire tourner de l'EBPF sur de la carte graphique. Donc, pour les personnes qui font de l'IA, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec de l'interception d'embedding qu'on n'a pas envie de gérer ou ce genre de saloperie. Projet d'AWS Nitro, il fait du coup de l'EBPF ? Je sais pas du tout. J'ai pas regardé. Je suis pas sûr qu'ils ont documenté leur truc, mais ça pourrait être intéressant de regarder, ouais. Voilà ce que je voulais rajouter sur EBPF. C'est juste infini, comme je vous avais dit. Et là, je n'ai juste que effleuré la surface de tout ce qu'il y a parce que les possibilités sont juste démoniaques. Nickel. Écoute, je pense qu'Erwan, on l'a perdu. La prochaine nuit d'insomnie, il va être plongé à fond sur une nouvelle chose. Son sommeil ne te remercie pas, Yannick. C'est pas grave, on s'en fout, ça va être cool. Ça, non, mais moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que on a rajouté tellement de couches d'abstraction, tu sais, dans l'informatique, et on est passé de l'assembleur au BIOS, du BIOS à l'OS, de l'OS à une chier de trucs par-dessus, puis après, il y a eu Docker qui s'est rajouté, puis après, enfin bref, tu vois, il y a eu un empilage de merde, si je peux le traduire comme ça, qui s'est fait. Et en fait, quand tu reviens sur des trucs, entre guillemets, bas niveau, tu dis, mais en fait, tout était déjà préparé pour en fait s'accélérer. Et beaucoup de gens, pas par flemme, mais par contrainte temporelle, X ou Y, se sont basés sur un truc un peu boiteux d'avant. Alors que si en fait on repart de la source, il y a moyen de réaccélérer les choses sans rentrer dans il faut des CPU de plus en plus puissants, des cartes graphiques de plus en plus puissantes, juste en fait en rationalisant nos usages pour faire les choses. Et je sais pas combien de temps ça t'a pris, toi, Yannick, pour creuser le sujet ou effleurer le sujet, je sais pas à quel niveau tu en es, mais quand moi je lis les documentations que tu nous as envoyées dans le précédent épisode, je dirais pas que ça a l'air d'être straightforward, mais pas loin. En vrai, c'est straightforward pour des personnes qui ont des connaissances antérieures sur les couches bas niveau. Moi, par exemple, je les avais pas. Et du coup, j'ai dû comprendre les couches une par une avant de pouvoir remonter à l'EBPF qui me permet de les manipuler. Et c'est ça qui va être en fait la barrière d'entrée pour faire de l'EBPF ou pas. C'est est-ce que vous êtes déjà un développeur système ou pas? Parce que si vous n'êtes pas développeur système, vous pouvez avoir le meilleur outil du monde. Si vous ne savez pas vous en servir, littéralement une fourche, si vous n'avez pas une fourche équilibrée, vous ferez rien du tout. Alors qu'une personne qui sait équilibrer une fourche, il va travailler beaucoup plus facilement. Le BPF, c'est exactement la même chose. C'est un super outil. Mais si vous faites n'importe quoi avec, déjà, vous allez avoir des trucs qui vont être hyper lents. Et en plus, vous allez faire des conneries. Et des conneries, ça peut être venir manipuler des choses que vous n'êtes pas censé manipuler. Et lorsque vous allez envoyer dans les couches plus basses du kernel, vous allez créer des choses qui ne sont pas censées exister. Et comme vous êtes au niveau du kernel, vous êtes en privilégié, vous pouvez faire de la merde.
Et c'est là que ça va devenir beaucoup plus compliqué parce que pour débugger ce genre de truc, il faut aussi des connaissances sur tout ce qui se passe en dessous. Généralement, moi je dis que c'est là où le fun commence, mais le fun commence à partir de là. Exactement. Et là, je suis persuadé que dans quelques semaines, on aura l'extract avec la métaphore agricole de Yannick sur TikTok. Je vois déjà les mêmes. C'est impressionnant. Non, mais sérieusement, tu sais bien l'expliquer, tu sais donner envie. Sinon, l'outil que Constantin parlait tout à l'heure, c'était el Draw. On vous laisse les liens aussi à la fin. Il nous reste un peu de temps, donc on peut parler d'autres outils. Et tu nous as parlé tout à l'heure avant, Erwan, d'un truc appelé Mycodo. 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 Oh, Mycodo comme dans des champignons. Il y a des champignons dans ton histoire? Il y a des champignons dans mon histoire. Myco pour mycologie et do pour domotique. Pour la petite histoire, d'ailleurs, Yann, notre monteur, tu as rajouté les conneries domotiques de Erwan. J'ai un de mes amis, un de mes meilleurs amis, qui a décidé de lancer une champignonnière. Et il me dit, voilà, j'ai un problème dans ma champignonnière que j'essaye de créer, c'est que tous les contrôleurs industriels d'environnement dont j'ai besoin me coûtent une métaburne. Terme technique, je précise. Et toi qui t'y connais un petit peu en domotique, est-ce que tu aurais pas un truc, parce que j'ai juste besoin de contrôler un environnement, température, humidité, contrôler des relais, contrôler des pompes, whatever. Est-ce que toi, t'as pas un truc qui tournerait ou et tout? Donc au début, je dis Home Assistant, il peut le faire. C'est une technologie que je commence un peu à maîtriser, mais bon, est-ce que c'est peut-être un peu lourd pour ton usage? Donc j'ai gratté Internet et là je suis tombé sur un projet open source qui s'appelle Mycodo et qui a été exactement créé pour ça, pour les gens qui veulent se créer une petite champignonnière chez eux pour leur usage personnel. Mais en fait, le système, s'il marche, il est scalable et on a possibilité de le monter à l'échelle. Donc, je me suis dit, pas de souci, je vais te monter un contrôleur. Je pourrais vous envoyer les photos si ça vous intéresse. Tu me diras avec justement tout un tableau électrique en IP65, totalement isolé de l'environnement, contrôlé par un Raspberry Pi et qui récupère plein de sons, plein d'informations. Mais là, il me dit, moi, j'ai un autre problème, c'est qu'il faut que le système, il puisse s'auto-tune et s'auto-réguler. Je m'explique. Il y a dans notre jargon d'informaticien qu'on appelle le PID, proportionnel, intégral et dérivatif. C'est-à-dire que si je prends un pendule et puis que je lâche la boule du pendule et que je dis, tu dois t'arrêter au centre, je veux pas que tu fasses des allers-retours. C'est pareil pour par exemple, mon hydrométrie ou ma température. Si ma température diminue, il faut que j'allume le chauffage. Si je monte trop le chauffage, après, il va falloir que je rajoute de l'air pour refroidir. Et après, tu te retrouves avec un système, tu vois, qui fait le pendule comme ça pour s'équilibrer. Or, on a tous les calculs mathématiques pour pouvoir le faire. Et là, du coup, je me suis renseigné auprès de mon CTO préféré, Steven Leroux, en lui disant, écoute, j'ai un projet là que je suis en train de travailler. La dernière fois que je t'ai parlé d'une de mes conneries pour faire des transformés de Fourier, tu m'as dit, utilise Warpten, tu vas voir, c'est une tuerie, tu vas pouvoir faire ça. Donc, j'ai demandé à Steven, que me conseilles-tu? Il me dit, c'est ça, Materia TS, en plus t'es serverless, et c'est Warpten compatible, et tu peux envoyer tes données en MQTT, en InfluxDB, whatever, je te donne un token et tu joues avec. Et donc, du coup, j'ai commencé à jouer un peu avec le délire et ça marche super bien. Parce que dans Mycodo, tu as la possibilité de créer un sous-process qui s'appelle PID Autotune. On s'appelle ça des fonctions, ça reste un process. Et donc, du coup, l'idée est la suivante, c'est-à-dire que tu lui donnes ton setup d'environnement, il va mettre quelques temps à se réguler. Après, il va comprendre exactement comment l'environnement réagit à des intrants et il va s'auto-calibrer pour être sûr que ta courbe, quand tu lui dis je veux du 22 degrés, ça fasse pas, tu vois, une belle sinusoïdale, mais vraiment une flat line là-dessus. Et donc, c'est un projet qui tourne alors il tourne sur Raspberry Pi, tu peux le faire tourner sur du Docker ou whatever, mais
tu as la possibilité aussi de lui dire, viens prendre des informations venant d'autres sources. C'est-à-dire que du coup, j'ai développé plein de petits satellites basés sur des petits microcontrôleurs ESP32 Vroom, là, qui coûtent rien, avec quelques sondes, température, humidité, là, les DHT 21 qui coûtent 21 centimes le délire. Je récupère ces informations-là, je les envoie côté Materia PS en influx. Je récupère les informations parce que j'ai monté un petit script qui vient me les récupérer en MQTT des familles. Et le contrôleur qui est en Raspberry Pi, lui s'amuse à activer les relais de 120 volts, les pompes, les machins, pour réguler la température. Et donc, je suis passé d'un projet où on avait besoin pour la champignonnière de sondes professionnelles qui coûtaient dans les 5000 € pour arriver à ce qu'on voulait faire, à un projet qui nous a coûté 200 balles. Montre en main. Alors, je compte pas le temps de développement, bien évidemment, dans ce genre de choses, mais dans la réalité, le projet open source Mikodo est tellement bien fait que j'ai fait que du clic-clic bouton. Je veux dire, j'ai pas tapé une ligne de code. Alors, j'ai développé peut-être un script Python, mais quand je dis je l'ai développé, comprenez que c'est Windsurf qui l'a développé pour moi. Je tiens à le préciser quand même. Et c'est une tuerie. Parce que leur système, ils l'ont fait à la base pour des champignons, mais tu peux le faire pour n'importe quel contrôle d'environnement que tu aurais besoin. Que ça soit de l'aéroponie, de l'hydroponie, whatever. Ils ont une documentation de gens qui ont fait des projets. Et il y a des gens qui gèrent même leur aquarium avec leurs petits poissons là-dessus. Ils ont des pompes péristaltiques, ils viennent t'apporter leur régulateur de pH, les intrants, même les contrôles de bouteilles de CO2 pour faire pousser les algues dans l'aquarium. Enfin, tu trouves des trucs d'une communauté, projet 100% open source, et en plus, qui s'installe en une ligne de commande, un git clone, un .install, et Bob's your uncle. C'est ça, tu vois, la beauté de l'open source et de la communauté, c'est qu'il y a un jour un mec qui a eu un problème, il a décidé de le résoudre, il se dit, bon, ça vaut ce que ça vaut, je le donne à la communauté et on verra ce que la communauté arrive à en faire. Et la communauté a trouvé son public et ça a permis de développer un outil qui, je vous jure, en toute honnêteté, est capable de rivaliser avec des sondes professionnels, soi-disant installables manuellement, mais qui nécessitent après l'internalisation d'une baie, d'un serveur, d'un machin, d'un bidule. Enfin, ça devient tentaculaire juste pour monter une sonde d'hygrométrie et de métrologie. Là, le système s'auto-calibre, les données sont envoyées où tu veux, comme tu veux, et avec le serverless comme du Materia PS, le coût est pas violent. Parce que je veux dire, tu t'amuses pas à mettre un point toutes les 30 millisecondes d'hygrométrie. Tu fais un point toutes les minutes, toutes les 15 minutes, whatever, en fonction de dont tu as besoin. Et ça roule. Et donc, c'est un beau petit projet. Alors, l'UX n'est pas folle. HTML. Mais, je veux dire, tu as tes données en influx, tu les charges dans un Grafana, ton dashboard, tu le fais. Ton alerting, tu le fais au travers d'un Grafana. Enfin, je dis Grafana, mais un Kibana, whatever, ce que vous voulez, on n'est pas comme ça chez Clever. Mais tu peux te faire ton dashboard, ton alerting, et du coup, lui, ça lui fait ses appels d'astreinte. Maintenant, ça lui fait l'autorégulation. Enfin, c'est easy à monter, et c'était un projet de 2 jours, là, vous voyez, pendant le début de mes vacances. Et voilà, il n'y a pas besoin de connaissances super compliquées. On te dit où brancher quoi exactement. Dans l'interface, tu lui dis quel GPIO tu utilises pour faire telle ou telle action. Tu trouves des modules déjà en breadboard, déjà tout fait, où tu as les pull-up résistance, tout un domaine d'électronique que tu n'as pas envie de gérer. Tu mets ça, et on en a même été jusqu'à, je vous jure que c'est pas une blague, celle-là, à pirater un moniteur de pression artérielle. Vous savez, les trucs que vous mettez au bras pour voir la pression sanguine, enfin la pression artérielle, pour en faire un détecteur de volume d'eau, d'auteur de volume d'eau, parce que lui, il a un tank énorme d'eau qui est déjà stérilisé, propre, et pour arroser ce qu'il a arrosé. Mais il faut pas que la pompe se mette à se déclencher
si le tank il est vide. Et si le tank il est vide, il faut que l'osmoseur qui est en amont il se déclenche. Sauf que des sondes de volume d'eau entre les capacitifs, les capteurs ultrasons et tout, je trouvais que c'était un peu pas foufou. Et je suis tombé sur un vieux article sur, je sais pas si vous connaissez le magazine Make, qui est extraordinaire et qui pour moi est une source d'inspiration autant que les propos d'Yannick. Et j'étais tombé sur justement des mecs qui prenaient sur Alibaba, AliExpress ou whatever des moniteurs de pression artérielle à 5 €. Vous voyez, genre de truc qui est pas super foufou. Mais tu as 3 éléments dans ces outils qui sont intéressants. Tu as un solénoïde pour bloquer le tuyau, une pompe à air et un capteur de pression différentielle. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre d'un côté la pression de l'atmosphère qui l'entoure et la pression qui lui vient dans un petit tube néoprène à la con. Donc du coup, ça, ce n'est qu'un pont diviseur de résistance. Donc tu peux le coupler avec, vous savez, les capteurs qu'on utilise pour les balances électroniques. Donc du coup, tu as juste 4 fils à brancher sur ce capteur-là à la con. C'est super bien documenté. Tu récupères les informations et vu que c'est linéaire, la réponse, eh ben tu calibres ton 0, ton 100% et l'entre-deux est linéaire. Et donc comme ça, juste avec un tube qui pend, qui est inerte en plastique néoprène, tu as la capacité de façon très précise jusqu'à une hauteur de 4 mètres de flotte. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça fait. En gros, ça pousse à 40 kilopascal. On a la possibilité de savoir, avec une précision d'1 centimètre, le volume du tank d'eau. Et vu que tu connais sa largeur par sa hauteur, ben, tu détermines ton volume. Ou alors, tu fais comme moi, gros feignant, t'as le 0% et le 100% et ça suffit, tu vois. On n'a pas besoin de savoir au millilitre le truc. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, ce petit programme-là à la con, je l'ai codé en Python, je l'ai intégré à Mikodo dans leurs fonctions qu'ils ont, et toutes les 10 minutes, tu as ce qu'on appelle un Buller Pressure Sensor, c'est ces termes-là, pour 5,50 €. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est tout bête à faire. Et je pourrais vous montrer les photos du montage et du truc. Enfin, Yann pourra nous les intégrer à la vidéo du podcast. Et vous verrez, c'est vraiment tout bête. Et vu que tout est bien fait avec du plastique injecté, donc tu es sûr d'être hermétique, tu as une boîte qui est IP65, que tu as juste à visser dans un coin de mur, mettre un peu de silicone et Bob's your uncle. Voilà les petits projets à la co pour m'occuper pendant les vacances. Bravo. Honnêtement, Erwan, à chaque fois, c'est un vrai plaisir quand tu nous racontes tes différentes histoires. Bravo. Là, je viens de regarder le GitHub, c'est étonnant de voir la communauté qu'il y a derrière. Hein. Il y a des vidéos YouTube de qualité avec le détail étape par étape de l'AutoCAD quand tu soudes jusqu'à la mise en place et le développement de tes champignons semaine après semaine. Non, c'est waouh. Et tu peux mettre une caméra. Donc là, on s'est fait chier à récupérer des vieux laptops à la décharge pour récupérer des webcams de pas grande qualité, de vieux laptops à la con. 4 fils de soudure en USB, un hub USB. Et là, une visu en permanence du cycle de développement des champignons. Et moi, j'aimerais pousser mémé dans les orties, puisque quand on se renseigne sur Internet, on voit qu'il y a des gens qui ont développé des caméras infrarouges pour déterminer le taux de maturité des champignons. Alors, ils vendent ça très, 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 très cher. Bon, une caméra infrarouge, ça doit bien se hacker quelque part. Donc, ça fait partie de mes futurs projets pour déterminer la maturité des champignons en piratant un capteur infrarouge. Wow. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment toujours penser à regarder, même si des fois c'est juste quelques heures de travail en plus. Mais regardez les projets open source, il y a toujours quelqu'un de plus intelligent que nous qui a développé quelque chose et sur lequel on peut s'appuyer et co-construire ensemble et faire cette synergie que j'aime d'Internet parce qu'on peut tout faire ensemble. Voilà, c'était le petit message du hippie. Bon, nickel. Et avant de finir, on vous laisse des petits outils en bonus. Un, c'est Enclosed. Enclosed, qui a posté la news sur Enclosed tout à l'heure? C'est moi, je l'ai vu juste ce matin. Bon, en gros, il y a eu un petit problème avec WeTransfer, c'est qu'ils ont décidé que nos données, c'était leurs données
et du coup, ils vont l'utiliser pour entraîner leurs IA. Donc, il y a des solutions qui sont d'utiliser du PGP, ce genre de choses, pour venir chiffrer les informations avant de les envoyer sur WeTransfer. Mais il existe aussi d'autres solutions qui est de se passer complètement de WeTransfer. Et du coup, Enclose, c'est un système de transfert de fichiers en chiffrement end-to-end qui est auto-hébergeable. Et du coup, fin de l'histoire, quoi. Et est-ce que tu saurais si c'est rétroactif, cette histoire de WeTransfer? Parce que je l'ai vu passer. À partir du 8. Ah, c'est à partir de... Du 8 août. D'accord. Ouais, donc c'est demain, quoi. Ouais, voilà. Bon, c'est un bon outil pour avoir sous le coude. Et je vais vous parler d'un autre plein de nostalgie. Les vieux de mon époque, vous vous souviendrez peut-être des file managers en terminal, type MyNet Commander et des choses comme ça. Ça vous dit quelque chose? Je suis le seul? Non, rassurez-moi. Non. Tu n'es pas le seul, vieux. Bien. Et vous vous souvenez qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de Warp, pas Warp 10, mais Warp, le terminal, un terminal intelligent, assez sympathique. Il y a maintenant les clones de MyNet Commander. Il y a Yassi, un file manager fait pour le terminal, construit sur Warp, et qui te permet de gérer tes fichiers directement depuis ton terminal avec tes jolis raccourcis clavier, tes copier-coller, modifier, comme on faisait il y a 30 ans. Comme quoi, l'informatique, c'est bien un éternel recommencement. J'aime bien le fait qu'il y a des vraies images qui sont incrustées dans le terminal et pas de la pixelisation d'images comme j'ai pu voir sur certains outils. Là, je trouve, moi, bon, si tu veux, ça fait trop moderne pour moi, mais honnêtement, l'outil m'a fait sourire. Et je pense que sur ça, et pour la recommandation musicale, je vais vous remettre au dernier épisode, Strudel.cs a vraiment des trucs assez impressionnants. D'ici au prochain, je vais essayer de vous repérer quelques morceaux choisis parce que là, il y a vraiment de quoi se perdre. Constantin, merci d'avoir participé à tes 2 premières massies. On te reverra par ici, c'est sûr, j'espère. Tu allais avoir survécu, de ne pas avoir trop souffert. Il doit se dire c'est des fous chez Clever entre ceux qui font des trucs bizarres au niveau des cartes réseau et puis celui qui fait n'importe quoi avec sa domotique. Non, mais vous m'avez eu au moment du JDR, donc pour ça que je vais continuer à discuter avec vous. Et merci Yannick, merci Erwan, c'est toujours un plaisir de vous savoir. Yannick, tu nous avais manqué, il faut que tu viennes plus souvent au Massy. Bon, on va essayer de trouver des sujets rigolos. C'est impossible de s'ennuyer quand tu es là. Et Erwan, tu es fou, et ça c'est le meilleur compliment que je peux te faire. Merci à tous, merci notre public. Et merci. Bonne journée tout le monde. Bye bye.